Nous allons analyser ça avec les éminents spécialistes de Mediapart, avec Hélène Salvi, qui suit la droite depuis longtemps à Mediapart, qui a suivi toutes ces divisions pendant la campagne Sarkozy, Juppé et Fillon, et qui maintenant se retrouve à suivre le gouvernement en partie de droite de monsieur Macron avec Édouard Philippe. En face de toi, Mathieu Magnodex, qui, d'une certaine manière, te passe le relais, parce que lui, il suivait En Marche et la surprise créée il y a un an, ce pari de rafler toute la mise avec un mouvement qui chamboule l'ensemble de la politique traditionnelle, Mathieu Magnodex, et de l'autre côté, Christophe Gueugnaud, qui, lui, suit les perdants de cette histoire, les grands perdants de cette histoire, dans tout, c'est la vérité, hein, dans toutes leurs dimensions, comme l'a rappelé Hubert, avec leurs divisions, leurs excommunications, c'est-à-dire la gauche dans sa diversité. Je suis toujours avec Stéphane Aliès et je te laisse entamer cette discussion. Hélène Salvi, quelle analyse tu fais de ces premiers résultats, notamment en termes de pratique du pouvoir à venir, si on se dirige effectivement vers une chambre Macron-Horizon? On a entendu par fuite de presse un peu le fait que ça effraierait plus ou moins l'exécutif d'avoir une telle majorité pléthorique. Est-ce que c'est justement les informations que tu as? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas too much pour... puisqu'ils aiment bien parler anglais, ces gens-là. Est-ce que c'est pas too much pour eux, une telle majorité? Je sais pas si dirait c'est too much, mais a priori ça l'est, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que eux-mêmes avaient absolument pas quand même anticipé le fait d'avoir une majorité absolue, pour la simple et bonne raison qu'ils avaient déjà mis en place l'idée de faire des alliances avec notamment la droite, une partie de la droite en tout cas, cette fameuse droite qui a répondu favorablement à ce qu'ils appellent la main tendue du président de la République. Et du coup, ils se dirigeaient quand même plus vers l'idée d'une majorité relative, mais qui leur permettrait quand même de faire passer un certain nombre de textes grâce au vote de députés LR. Il y en a quand même un certain nombre, près de 200 qui ont, pas tous des députés, mais des élus de droite qui ont signé cet appel, et quelques-uns étaient candidats. Et d'ailleurs, la République En Marche n'avait pas investi de candidats face à eux. Donc on voyait quand même que les choses étaient en train de se passer comme ça. Maintenant qu'ils se dirigent vers une majorité absolue, ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que les personnes qui étaient déjà députées, c'est-à-dire qui se représentaient là cette année, qui étaient des députés sortants, voyaient ça arriver un petit peu d'un œil torve, je dirais, parce qu'ils se demandaient comment des personnes effectivement qui ont une expérience politique assez limitée, et je ne parle même pas du fonctionnement d'un Parlement, pourraient un petit peu se mouvoir là-dedans. Et je discutais avec quelqu'un, justement un candidat la semaine dernière, qui m'expliquait que quand les personnes allaient comprendre avec un groupe de 400 personnes qu'elle mettrait 2 ans avant de poser une question au gouvernement, peut-être que les choses se passeraient un peu autrement. Donc je ne suis pas persuadée que ce soit quelque chose qui a été anticipé, et par ailleurs je ne suis pas persuadée que ce soit quelque chose de très sain pour eux, parce qu'on va se retrouver avec une situation assez compliquée assez rapidement, qui est qu'il risque d'y avoir une vraie dissension entre la rue et entre ce que des personnes défendent dans la société, etc., et un Parlement. Les associations, on vient de le voir sur l'état d'urgence dans le droit commun, une conférence de presse, on vient de la raconter. Oui, je le résume à la rue, mais en tout cas, la société... La presse, l'indépendance de la presse. Exactement. Non, mais c'est important de... Et un Parlement qui risque de voter comme un seul homme, quoi. C'est-à-dire un Parlement déjà pressenti comme étant un peu godillot, en tout cas pour le départ. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils ne voulaient pas ça. Je pense pas qu'ils le voulaient. En tout cas, je pense que ça peut leur être utile au départ, effectivement, pour faire passer un certain nombre de textes, mais ça peut très rapidement se retourner contre eux. Parce que dans notre système institutionnel, c'est un pouvoir absolu. Quand tu as
l'exécutif... Oui, mais je ne pense pas que les pouvoirs absolus, ça marche sur le long terme. Bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, on va voir les responsables de tout ça. Si eux ne le voulaient pas, c'est que les responsabilités de ce score sont de l'autre côté. Ça signifie, je me tourne vers Mathieu, qui, pendant cette campagne législative, débusquait beaucoup de candidats En Marche où la force du renouveau parfois se heurtait avec un petit peu une réalité un peu autre. Est-ce que ça pose aussi un problème en termes d'exercice du pouvoir, non pas exécutif, mais législatif, par rapport à des candidats dont on ne sait finalement pas grand-chose dans une telle majorité, une telle ampleur? Est-ce que ça peut poser un problème, y compris pour l'exercice du travail législatif, de la loi? Ce qui est particulier, je pense, c'est que là, en fait, on a une sorte de reproduction, mais peut-être même d'amplification au carré de ce qui s'est passé avec la campagne présidentielle. Ce qui fait qu'Emmanuel Macron gagne la présidentielle, c'est l'effondrement du paysage autour, et c'est aussi cette hyper focalisation sur cette personne, y compris avec des choses très simples, en tout cas même si on a rappelé les chiffres, qui ne sont pas du tout des chiffres massifs, en tout cas au premier tour pour Emmanuel Macron, mais il fait le crochet en disant « je suis jeune, j'incarne le renouvellement, votez pour moi ». Et comme ça, il arrive au premier tour, en tête du premier tour, et puis ensuite il se fait élire par le fait présidentiel d'une certaine façon au deuxième tour, et puis là on a l'amplification de ça. C'est-à-dire qu'on a vu pendant toute la campagne des gens dire à tous les reporters qui sont allés sur le terrain, ou nous dire tout simplement, en fait, ce qu'on assiste, moi j'ai vu par exemple j'ai eu au téléphone le candidat qui est opposé à Noël Mamère, enfin qui dans la circonscription où Noël Mamère était député, mais qui ne se représentait pas, était suppléant. Et ce candidat En Marche, qui est adjoint d'Alain Juppé à Bordeaux, disait « mais je vous arrête tout de suite, en fait il n'est pas question de politique dans cette élection, il est juste question de donner une majorité à Emmanuel Macron, et c'est ça dont les gens nous parlent. Donc soit ils adhèrent à ça, soit ils ne votent pas et ils votent France Insoumise par exemple, etc., parce que c'est une circonscription assez populaire, mais c'est l'un ou l'autre d'une certaine façon. Et donc du coup c'est ça qui se passe là, c'est ça qu'on assiste ce soir. Donc Emmanuel Macron reste encore finalement dans cette logique un peu particulière, comme m'a dit un député sortant proche de lui, c'est-à-dire la tête de gondole, la vitrine, le directeur de campagne, il est tout à la fois. Voilà. Donc voilà, c'est la conclusion de façon amplifiée de cette logique-là. Donc maintenant, évidemment que ça va poser plein de questions très vite, parce que, y compris des gens qui ne pensaient jamais être élus, vont être élus. Il faut savoir qu'on l'a beaucoup écrit, mais il faut toujours le redire. Évidemment, dans le parti entreprise qui est En Marche, maintenant la République En Marche pour conquérir le pouvoir, eh bien, la phase de sélection des candidats s'est faite extrêmement rapidement, avec 20 000 candidatures, où les gens ont été sélectionnés parfois juste par des entretiens par téléphone et départagés de cette façon-là, où on a découvert ces derniers temps que, évidemment, la promesse était de dire d'avoir des candidats qui n'avaient pas été inéligibles ou qui n'avaient pas de casier judiciaire, mais le parti ne leur a pas demandé leur casier judiciaire. Voilà. Donc de fait, voilà, on a des surprises. Il y a des enquêtes ouvertes contre certains des candidats, donc c'est pas contre tous. Il ne faut pas non plus dire que c'est les 400 députés, éventuellement, sur les chiffres dont on a parlé, qui seront évidemment concernés par ça. Mais ce qui montre qu'en fait, la sélection s'est faite de façon extrêmement rapide, et que du coup, y compris des gens qui n'avaient pas vocation, selon les calculs peut-être de départ d'être élus, vont l'être. Donc, moi, je trouve, au-delà de ces cas personnels, puisqu'on sera amené, je pense, à chroniquer tout ça et en reparler, ça va arriver très vite, et je pense que les prochaines semaines seront occupées justement à raconter les CV des uns et des autres, et parfois leurs erreurs de parcours. Et ça, on le fera, bien sûr. Mais l'autre question, c'est la question de la cohérence idéologique, finalement, de cette majorité. La République En Marche, enfin voilà, on l'a raconté tous ces mois, la seule cohérence idéologique dans l'aventure d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est ça qui réunissait tous ces gens très différents. En même temps que... Ouais, et en même temps, voilà. Donc droite, des gens qui pouvaient et... penser des choses très différentes, tout en disant c'est les bonnes volontés qui se réunissent derrière Emmanuel Macron. On va voir ce que ça donne dans une majorité pléthorique maintenant au Parlement. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, on l'a vu notamment, je finis ma phrase, il est tout à fait possible que dans la même majorité, des gens défendent des options radicalement différentes sur tout type de sujet. On l'a vu, on a la plateforme programmatique sur un seul sujet, la plateforme programmatique d'Emmanuel Macron favorable au mariage des couples de même sexe et à la PMA
minima pour les couples de femmes, et des candidats clairement homophobes qui vont probablement être élus sous la bannière En Marche. Alors juste à faire une transition avec Christophe, tu as, avant de suivre le phénomène En Marche, tu as suivi le Parlement et l'Assemblée nationale pendant le quinquennat et donc la législature sous François Hollande et Manuel Valls. Je posais tout à l'heure la question des responsabilités. Ce paysage qui est à la fois celui qu'on anticipait de manière amplifiée, en même temps qui est celui que permet le présidentialisme qu'on a toujours combattu à Mediapart. Comment toi tu regardes un peu, tu as vu toutes ces divisions, toutes ces blessures, toutes ces déchirures au sein de ceux qui avaient fait élire François Hollande. Comment tu regardes le fait évident que par rapport à cet effet de souffle, on a une gauche qui par ses divisions, lui a donné la main? Oui, mais quel est le sens de la question? Le sens de la question, c'est les chiffres, on vient de me donner. Évaluation, un parti socialiste, entre 15 à 40 députés. C'est-à-dire la disparition. 15 à 40 députés. Ouais. C'est même pas 93 où c'était 60. France Insoumise, de 10 à 23 sièges. Hein, c'est ça les estimations actuellement de la présence de la gauche à l'Assemblée nationale. L'histoire de ce quinquennat passé, pour revenir sur le passé, a été celle, finalement, on l'a raconté beaucoup ici, mais d'une grande différence entre les engagements de promesse et la majorité qui avait été constituée. Et finalement, en tout cas, la base programmatique sur laquelle cette majorité était constituée, qui était elle-même traversée de désaccords idéologiques très forts, où du coup, ces désaccords idéologiques, y compris au sein d'une majorité absolue, ça a mis du temps, mais finalement ont complètement explosé. C'est à ça le phénomène auquel on a assisté. Là, je ne sais pas si... En fait, il est probable que dans les prochaines semaines, les prochains mois, et je ne sais pas jusqu'à quand, je ne sais pas comment, et on ne va pas se mettre à faire des prédictions maintenant, il est probable que dans les prochaines heures ou prochains jours, en tout cas après le deuxième tour, Emmanuel Macron va vouloir tirer d'abord son avantage de cette situation et donc accélérer probablement encore le calendrier qui devait déjà être très rapide de la mise en avant de son projet présidentiel. Donc on va avoir clairement une phase de caporalisme assez claire, assez intense, y compris parce que ces gens-là, qui ne sont des novices en politique pour beaucoup, vont être complètement gérés politiquement par un groupe parlementaire très fort, organisé par des gens qui ont la confiance du président de la République et du Premier ministre. Qui sont souvent des professionnels de la politique, qui vont les encadrer politiquement. Et que comme ils doivent tout à Emmanuel Macron pour leur élection, pendant probablement de longs mois, on va avoir cette espèce d'effet comme ça de souffle avec en plus et d'absence de débat politique au sein de la majorité parce qu'en plus, Emmanuel Macron l'a dit, vous avez signé un contrat, vous avez signé le projet, c'est ça, voilà. Et du coup, ils ne doivent pas leur élection à eux-mêmes. Ils le savent. Donc du coup, on va avoir cette phase-là, toujours un peu accentuée par, j'en termine là, juste l'aspect très communication de tout ce qui entoure Emmanuel Macron, c'est-à-dire que vous allez avoir de véritables éléments de langage en permanence avec des députés annonnant un peu toujours les mêmes choses, ou disant en tout cas, n'utilisez pas un terme dépréciatif, disant toujours la même chose, c'est-à-dire des éléments de langage qui seront avancés par le pouvoir. Donc il va y avoir une sorte de, comme ça, il faut anticiper en tout cas, une sorte de machine comme ça, de machine de communication, machine politique pendant les prochains mois à l'Assemblée, avec très peu de débats à l'intérieur de cette majorité. Stéphane Donc, autour de 400 députés pour En Marche, ça n'en fait pas beaucoup pour les autres. D'après donc les chiffres qui commencent à se préciser, on aurait toutefois la possibilité de voir deux groupes à gauche, un groupe France Insoumise et un groupe PS, même s'il faudra voir dans le détail quels sont les socialistes en question, est-ce que c'est les socialistes Macron compatibles ou pas. C'est 15 pour un groupe. La fourchette basse pour France Insoumise et PC est à 10. Entre 10 et 23. 10 et 23. Donc on a encore... donc, tout ça pour dire qu'il ne reste pas grand-chose, que même le fait d'avoir un ou deux groupes ne va pas leur laisser beaucoup de place. Est-ce que, malgré tout, il y a une certaine résistance du PS par rapport aux 6% peu glorieux de Benoît Hamon à la dernière présidentielle? Et à quoi on peut expliquer ce resserrement, Christophe, qui a beaucoup fait la campagne, beaucoup suivi les reportages et les affrontements un peu socialistes France Insoumise, que ce soit à Toulouse, dans le Doubs ou dans d'autres endroits encore, dans le Calvados c'était plus particulier, mais à quoi s'explique ce resserrement un petit peu entre la France Insoumise qui finalement n'a plus surpassé le PS autant que lors de la présidentielle? En fait, il faut voir un peu, comme tu viens de le dire, il faut voir un peu quels PS sont susceptibles d'être élus, parce qu'en vérité, si c'est l'aile gauche ou si c'est l'aile droite du PS, donc l'aile droite...
voilà, le message n'est pas du tout le même et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé et comment ça va jouer. Donc ça, il va falloir regarder ça de plus près, voir un peu les seconds tours et puis après voir ceux qui sont qualifiés, comment ils vont se débrouiller au final et contre qui ils sont qualifiés. Ce qui est sûr, c'est que la France insoumise, là, a péché un peu par orgueil si ces résultats se confirment, évidemment. Mais sa stratégie de on tient la ligne et les gens se rallient à nous, ou bien ils n'existent pas et tant pis pour eux, voilà, semble pas avoir marché. Après, je pense que ça va pas être une surprise au sein de la France insoumise, parce que quand j'ai vu Jean-Luc Mélenchon lundi dernier, lui-même déjà disait on sent une lassitude chez les gens, alors après il faut voir si c'est la France insoumise qui se lasse en premier, enfin les électeurs, ou si c'est les électeurs de Macron qui se lassent en premier. Vraisemblablement, la lassitude, elle a plutôt touché les électeurs de France insoumise. Il a quand même commencé la campagne, Jean-Luc Mélenchon, en disant je vais être Premier ministre. C'est quand même ce qu'il faudra rappeler. Ce qu'il faut rappeler, c'est quand même comme illusion par rapport à la situation. Alors en fait, je ne sais pas si c'était une illusion, parce qu'en vérité, si on reprend les chiffres de la présidentielle, il était tout à fait susceptible de s'illusionner là-dessus. C'était le score le plus bas de la gauche de toute l'histoire de la Ve République. Du total gauche. Mais lui, c'était son score le plus haut qu'il ait jamais fait. Et c'est le score le plus haut qu'il ait jamais fait. La gauche radicale. La gauche de la gauche, quoi, on va dire. Et jusque-là, c'est gouverné. En fait, il y a un truc qui n'a pas du tout pris, mais en fait, tout ce débat qu'il y a eu, enfin ce non-débat qu'il y a eu, par exemple, sur les ordonnances, sur la loi travail, etc., là, plus récemment, sur les droits de l'homme et les nouvelles dispositions antiterroristes, tout ça n'a pas pris, en fait. Et c'est là où, c'est pour ça que je parlais de la lassitude dite par Mélenchon lui-même, c'est qu'en fait, je crois que les gens en avaient un peu marre, tout simplement, et que ce qu'avait réussi à faire Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire de faire revenir des gens aux urnes qui s'en étaient éloignés, ça n'a pas marché ce coup-ci. Alors, est-ce que ça n'a pas marché parce que c'est les candidats individuellement qui n'y sont pas parvenus, ou est-ce que ça n'a pas marché parce que Mélenchon, en tout, la France insoumise, en grand, n'a pas réussi à les convaincre? Ça, il faudra le voir un peu dans le détail. Mais il y a ce truc-là qui s'est passé pendant la présidentielle, ne s'est pas passé pendant cette campagne-là. Et ça explique, à mon avis, aussi la remontée du PS, parce que, quoi qu'on dise, il y a une bonne partie du score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour qui était aussi fait de gens du PS. Nous avons appelé le vote utile à gauche. Ouais, enfin le vote utile. En Mediapart. Le vote qui donne une chance à la gauche, quoi. Voilà. C'est moins, c'est pas utilitariste. Non, en mais fait. c'était notre titre. Un vote de conviction aussi, mais voilà. Et bah, ce truc-là a moins marché. Peut-être aussi que certains candidats, mais vraiment là, on parle un peu dans le vide, mais si c'est la gauche amoniste, par exemple, qui s'en sort plutôt mieux que la gauche de droite. On va dire, de ceux qui sont prêts à aller avec Macron, ça va pas avoir le même sens et on pourra se dire, bah oui, ces gens-là sont revenus, mais là, on a Est-ce que dans la lassitude des électeurs de gauche, il n'y a pas aussi la lassitude qui expliquerait ce mouvement que tu viens de décrire, la lassitude des divisions face à cet effet de souffle? L'électeur de gauche lambda, je dirais, comme on disait, le peuple de gauche, dans ces cas-là, il ne bascule pas dans le plaisir des divisions picrocolines. Je suis d'accord, mais en fait, les divisions, elles prennent de l'importance maintenant parce qu'en fait, le peuple de gauche est réduit à portion congrue. En vérité, la gauche a toujours été divisée dans toutes les législatives. Avant, il y a toujours eu des candidats de plusieurs partis et ça n'a pas empêché le PS, par exemple, d'avoir une majorité. Donc, au moins depuis 1997 et la gauche plurielle qui était la dernière invention un petit peu d'une candidature d'accord c'est pas si simple collectif que ça de se dire en 2002 c'est aussi parce que le total gauche est très faible aussi que ça fonctionne pas, donc clairement vous l'avez dit tout à l'heure tous les deux, quoi. On sort d'un quinquennat où le PS a explosé tout ce qu'on pouvait penser de la gauche et après on se retrouve avec une gauche à entre je sais pas, 22 et 27% en total gauche, oui, c'est ultra faible. Mais divisé ou pas divisé, à la limite, de toute façon, il n'y aurait pas réussi beaucoup plus, je crois. On parle du phénomène En Marche et des suites d'En Marche. Hélène disait les contradictions qu'ils vont avoir avec cette grosse majorité. Il y a eu deux dynamiques qui explosent le paysage traditionnel, donc qui ont pris en tenaille le paysage traditionnel. En Marche d'un côté et France Insoumise. On pourrait dire que le dégagisme, formule de Jean-Luc Mélenchon, a fonctionné des deux côtés. Dégagez-moi tout ça. Quelle est ton analyse, justement, maintenant qu'on voit que, certes, ce score, sur un fond
je le redis, de score très faible de la gauche de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, se traduit par cette situation insigne de la gauche dans toutes ses tendances à l'Assemblée nationale. La France insoumise n'a guère qu'une grosse année. Quel est le futur de la France insoumise ? Alors là, c'est franchement... qui, elle aussi, est construite autour d'un personnage, d'un homme... C'est une excellente question. Non, voilà. Oui, non, mais quelle est ton analyse, toi qui les as suivis de près? S'ils ont un groupe, donc ils ont plus de 15 députés, France Insoumise, parce qu'avec le PC, ça risque d'être compliqué, là, au vu de la campagne, de faire un groupe commun. Non, là, oui, c'est avec le PC, la comptabilité. Voilà, là, apparemment, donc, je crois que les divisions... faut voir s'ils arrivent à faire un groupe à eux seuls. Bon, ils auront déjà... Je rappelle que Mélenchon a dit que c'était un astre mort, le PC, par texto à Pierre Laurent pendant cette campagne. Ouais. C'est vrai. S'ils arrivent à faire un groupe, ils vont déjà avoir une petite existence. Voilà. Après, eux, ils vont aussi donner rendez-vous dans la rue. Enfin, Mélenchon s'est beaucoup appuyé pendant sa campagne sur tout ce qui a été le printemps contre la loi travail. Donc, à mon avis, la France Insoumise, en tant que mouvement, va s'appuyer sur les conflits à venir. S'il y a des conflits, parce qu'en vérité, en faisant un truc au début du quinquennat avec 400 députés et tout ça, ça va aussi mettre un peu les syndicats au pied du mur. Je ne sais pas exactement comment ils vont réagir. Donc, ils peuvent avoir une existence. Après... Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, en 2022, je pense que dans sa tête, il doit avoir prévu plus ou moins de passer la main, parce qu'il sera quand même assez vieux. Il y a des jeunes à la France Insoumise qui sont là aussi pour reprendre le flambeau, qu'il a fait monter pendant cette campagne, des porte-paroles et tout ça. Donc voilà, le mouvement... Eux, en tout cas, c'est sûr, ils veulent le pérenniser. En termes de structuration, oui, voilà, est-ce qu'il y a déjà des choses, tu avais entendu parler un petit peu, il y a des choses qui sont prévues, parce qu'effectivement, un groupe, ça donne de l'argent, des moyens, du financement électoral, du financement public. Le nombre c'est 1,64 € par voix, si je ne m'abuse. Oui, donc là, ça va donner des moyens, ce qu'il n'avait pas jusque-là, vraiment. Jean-Luc Mélenchon, il avait des community managers de talent, quoi. Mais maintenant, il va pouvoir structurer. Comment ça c'était des choses déjà qui se discutaient? Alors, en fait, moi, quand je les interrogeais, c'était vraiment le truc qui était remis après la législative. Déjà parce que franchement, même pour eux, c'était hyper flou de ce qu'ils allaient réussir ou pas réussir en législative. Et par ailleurs, parce que là, chacun était dans sa circo à courir les électeurs et franchement, ils n'avaient pas vraiment eu le temps Sachant qu'il y a un parti qui s'est réuni pendant cette législative, qui a tenu une convention qui s'appelle le Parti de gauche, qui est la faction vraiment Mélenchon au sein de la France Insoumise, mais qui existe. Eux, à mon avis, ils commencent à discuter de savoir est-ce qu'on se dissout dans la France Insoumise ou pas. Mais rien n'est fait, en fait, parce que il y a beaucoup de militants de la France Insoumise qui sont très attachés au fait que ce soit un mouvement et pas justement un parti, avec cette structure très souple et très horizontale de mouvement. Et donc là, il va y avoir tout le truc à faire maintenant, mais là, c'est vraiment pour l'après. Enfin... Et par rapport à la personnalisation, dernière question, si Mélenchon ne passe pas le cap, quels sont les conseils de l'élection? Quelles sont les conséquences? Le cap à Marseille? Oui, le cap à Marseille. Là, j'ai pas le détail pour savoir s'il va le passer ou pas, mais en fait, je suis pas sûr que ça pose de grosses difficultés. Moi, je sais qu'il y a des gens au sein de l'équipe, des proches de Mélenchon pendant la campagne présidentielle, qui eux, par exemple, n'étaient pas tellement en faveur d'une candidature de Mélenchon, qui disaient faut mieux qu'il reste au-dessus de la mêlée, qu'il puisse intervenir. Même certains disaient, mais de toute façon, ce truc En Marche ne va pas tenir 2 ans, il va y avoir une crise de régime telle que tout va exploser et qu'il faut mieux qu'il y ait des gens qui arrivent par l'extérieur pour reprendre le flambeau. Donc je ne pense pas que ça fasse une crise au sein de la France Insoumise, en tout cas. On voit des bouts de résultats. Ça donnera une tribune. Hélène Salvi, par rapport à ton ancien sujet de prédilection, qui est la droite, quel bilan toi tu fais? Parce que finalement, la droite, en pourcentage, si les chiffres se confirment, reprend à peu près son étiage de Fillon. Il n'y a pas trop du résultat de Fillon, il n'y a pas trop de déperdition. Mais qu'est-ce que ça devient maintenant, la droite, aujourd'hui? Est-ce que ça a encore un sens entre le Front National et En Marche? Non, il y a quand même une forte déperdition. C'est-à-dire que même s'il reste dans l'étiage de la présidentielle... Oui, en fait, il y a un petit peu 14%. Il y a quand même un petit sujet. On dit de 80 à 132 députés. Non, mais globalement, c'est une catastrophe. On ne va pas se mentir. La droite, là, ils sortent quand même d'une période terrible qui a été la campagne de François Fillon, où au-delà des rangs l'argent et des œufs pourris sur la tête pendant 3 mois, je veux dire, idéologiquement, c'était le degré zéro. Ils se sont dit au tout départ, on va rebondir
aux législatives en donnant, c'est ce qu'il disait, une vraie majorité à Emmanuel Macron, donc en soi eux. Sauf qu'Emmanuel Macron a pris au gouvernement, a nommé Édouard Philippe, qui était donc issu des rangs de LR, à Matignon, puis d'autres ministres, notamment à Bercy. Enfin, tout ça a créé une espèce de cacophonie sans nom. Et aujourd'hui, ils savent, depuis quelques semaines maintenant, notamment François Baroin qui menait ces législatives, ils savent qu'ils se dirigent tout droit vers une Bérésina. Ce qui est intéressant, c'est qu'à droite, ça va poser plusieurs sujets. Déjà, ils ont un congrès en octobre où ils sont censés élire un nouveau... de les Républicains, où ils sont censés élire un nouveau président de parti. Visiblement, les choses se jouent entre Laurent Wauquiez et peut-être Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Enfin, c'est des noms qui sortent. Ce qui est sûr, c'est que si Laurent Wauquiez, avec la ligne idéologique qu'il a, prend le parti au mois d'octobre, il y a quand même déjà un sérieux nombre de personnes qui vont s'en aller, parce qu'ils ne veulent pas être sur cette ligne-là, qui est une ligne d'extrême droitisation, qui finalement brouille encore plus les lignes avec le Front National, et idéologiquement, il y a plein de gens qui ne suivront pas et qui partiront du parti. L'autre question que posent les législatives, c'est que si aujourd'hui les chiffres s'avèrent, c'est-à-dire s'ils sont confirmés dans les heures qui viennent, ça veut dire quand même que la droite va perdre un nombre incroyable de députés, et qui dit perdre des députés, dit perdre de l'argent aussi. Or, les Républicains, c'est un parti qui est surendetté depuis des années maintenant, avec toutes les crises, avec les affaires, Big Magnon, le Sarkoton, et etc. tout, voilà. Et que globalement, si aujourd'hui il se passe de la manne financière de 100 députés, ça risque vraiment de poser de gros problèmes. François Baroin, ça y est, c'est la fin de sa carrière politique, qui n'a pas vraiment commencé, mais au niveau national. François Baroin, c'est assez terrible, enfin entre guillemets pour lui. C'est que il y a eu quand même un moment qui a été narré et renarré par Mediapart, mais qui, à mon sens, est vraiment un moment fondamental et fondateur de ce qui se passe aujourd'hui, qui est le Trocadéro. Début mars, quand François Fillon décide de se maintenir dans la campagne présidentielle. Et ce jour-là, François Baroin, dont le nom circulait avec ce meeting d'un dimanche, là, le dimanche, là, voilà, avec tout sens commun, réunis sous la pluie. Le soleil qui revient. Ouais. Ce jour-là, il y avait deux noms qui circulaient pour être le fameux plan B à François Fillon, qui était celui d'Alain Juppé, qui était quand même l'option la plus naturelle, logique. Oui, bon, d'accord, si tu le veux, deuxième, mais enfin, en tout cas, la plus crédible dans le moment, et celui de François Baroin. Or, François Baroin, ce jour-là, est apparu sur scène avec Luc Châtel et d'autres sarkozystes, et finalement, il a un peu fait il a fait le maintien de François Fillon. Il a adoubé. Oui, plus ou moins. Ce qui est assez drôle comme retournement de situation, c'est que maintenant, François Baroin se rend compte, visiblement, parce qu'il le confie à longueur de journée, qu'il a, je cite, loupé son moment présidentiel. Et globalement, il s'est pas, franchement, comme il n'a pas envie de reprendre le parti, après il y aura les sénatoriales à la rentrée et tout ça, donc il y aura d'autres questions qui se poseront, et puis les sénateurs, donc peut-être à ce moment-là, d'autres questions se poseront. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas envie de reprendre le parti. Qu'il est encore maire de Troyes, donc il n'y a aucun problème, mais que globalement, c'est pas non plus l'avenir le plus chouette du monde qui se profile, effectivement. Mathieu. Non, mais juste parce que pour deux, trois petites choses, parce qu'on vient bientôt terminer. En fait, j'ai regardé quelques résultats. Alors, ce qui est marrant, c'est que d'abord, il faut quand même qu'on insiste, et Hubert l'a fait tout à l'heure, et c'est important, je pense, sur quand même ce formidable paradoxe. On parle de 400 députés, et a priori, ces députés-là, ils vont être élus avec 15-20% des inscrits. Je sais pas, il faudra faire les additions, mais enfin, c'est quand même très peu, quoi. Voilà, donc c'est quand même quelque chose à garder en tête. Et je sais pas, Hubert parle de crise institutionnelle. Peut-être qu'elle sera pas évidente tout de suite, parce que de fait, voilà, elle est là, elle est grosse. C'est fait majoritaire, mais de fait, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas déplacés pour confirmer l'élection d'Emmanuel Macron. Et c'est un fait important. Et donc, on nous parle beaucoup de Jupiter en ce moment, mais Jupiter, il a quand même des pieds qui sont des pieds d'argile, des pieds pas très solides, malgré cette mise en scène et cette façon d'habiller comme ça l'imagerie présidentielle en France. Donc c'est important à retenir, à avoir en tête ce soir déjà, et encore plus la semaine prochaine pour les semaines à venir et pour les mois à venir. D'une certaine manière, on est peut-être, puisque tu parlais de crise institutionnelle en reprenant la formule d'Hubert, vers au fond
derrière ce triomphe apparent du présidentialisme vers l'accentuation de la nécrose démocratique, il fait exploser les partis et il décrédibilise la légitimité du Parlement. Oui, c'est toute la question des prochains mois, savoir est-ce que c'est Emmanuel Macron est quelque chose de nouveau ou est-ce que c'est la fin de quelque chose d'ancien. C'est quelque chose qu'on va chroniquer pendant très longtemps, je pense, ici dans les prochains mois et années. Et deuxièmement, c'est intéressant, on voit ce soir qu'il fallait être, en fait, pour être élu, pour gagner, il fallait être un candidat En Marche. C'est-à-dire, j'ai pris deux cas. Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement qu'on disait en difficulté, avec un Front National très fort. Et Hubert, j'anticipe pas trop sur ce que tu vas dire, mais c'est juste pour situer là, avant que tu prennes la parole. Christophe Castaner, il est bien placé apparemment. Selon des choses que j'ai vu passer sur Twitter de la part de confrères, il est très bien placé. Il ferait 44% des voix. Richard Ferrand, qui est dans les affaires dont on sait, qui fait plus que... Avec une enquête préliminaire. Avec une enquête préliminaire qui les concerne, et fait plus qu'en 2012, avec 2 points de plus a priori. Donc il fallait être candidat En Marche. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on parle d'abstention ici et de cette fragilité qui est derrière en fait cette apparente grande solidité. Et ce soir, Christophe Castaner lui-même dit c'est la preuve, ce résultat, que les Français veulent qu'on aille plus vite sur les réformes, qu'on avance, etc. Donc voilà la lecture qui va être faite dans les prochains jours du score de ce soir qui est contraire finalement à ce qu'on remarque en termes de vote et d'abstention très important, quand même historique, qui n'est jamais arrivé à ce niveau-là depuis 1958. Et il y a un autre truc qu'il faudrait signaler, qu'on signalera ce soir dans l'article, mais qui est important. Il faudra regarder ce soir dans le score LREM Modem qu'on nous présente, combien de font les électeurs du Modem. Parce que un des souhaits secrets d'Emmanuel Macron, qui évidemment ne le dira jamais et qui ne le formule pas en ces termes, c'est de se débarrasser finalement de ces candidats du Modem et qui finalement d'avoir une majorité vraiment bien à lui, En Marche. C'est le fameux conflit qu'il y a eu un moment avec Bayrou sur la composition. Voilà. Même si François Bayrou lui a permis de gagner la présidentielle, là, il n'en a plus trop besoin et encore moins besoin que maintenant des affaires arrivent sur la tête du Modem et les vieilles affaires ressortent en ce qui concerne le Modem. Donc il faudra regarder, ce sera l'autre enjeu. Les candidats Modem, en tout cas, les candidats venus du Modem au sein de la République En Marche. On aura une première idée ce soir, on aura la confirmation la semaine prochaine. En l'état, 420 députés, je pense que même si le Modem passait 60... Oui, parce qu'en fait, c'est plus que le nombre de candidats qui ont été présentés par le Modem. Donc voilà, même si le Modem est un groupe, ça suffira, ça n'empêchera pas l'REM d'être... En fait, c'est un blitzkrieg. Ce qui, en termes militaires, n'est jamais très sympathique. Et Christophe, vous voulez revenir aussi sur le dernier parti qu'on n'a pas vraiment évoqué, à savoir le Parti socialiste. Ouais. Est-ce que ce soir, on va voir dans les détails, là, effectivement, on n'a que des chiffres nationaux, Hubert va nous donner un petit peu des résultats avec des personnalités, voir si certains sauvent les meubles, mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il résiste quand même un peu mieux que ce qu'il avait connu lors de la campagne présidentielle de Benoît Hamon ? Ou est-ce que finalement il est quand même définitivement mort et il ne s'agit plus que d'accompagner sa fin de vie? Eh bien, un peu des deux. Non, en fait, s'ils font entre 15 et... Bon, s'ils prennent la fourchette haute et qu'ils font 40 députés, c'est pas si loin de 93. Ça veut dire que 40 types du PS ont sauvé les meubles. Après, il faudra regarder quel type du PS ont sauvé les meubles exactement. Mais de toute façon, le parti est mort. Enfin, mort, enterré. Et là, c'est les obsèques qui durent un peu longtemps. Soyons modestes. SFIO au Parti Socialiste, et tout, les choses peuvent rebondir sous d'autres formes. De toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'au PS, il y a les macrono-compatibles type Myriam El Khomri, Marisol Touraine, etc., ceux qui n'avaient même pas de candidat LREM en face d'eux, ou d'autres qui en avaient, mais qui mettaient quand même majorité présidentielle sur leurs affiches. Voilà, ceux-là... Même s'il y a quelques élus, ils vont se retrouver dans cette majorité. Il y a le courant de Valls des progressistes là, qui veut mettre en place, machin. En gros, c'est le PS macronien, quoi. Oui, mais voilà. je t'arrête Et juste. il y a les autres, oui, c'est-à-dire, en gros, ce qui reste de la campagne d'Hamon. Et c'est 6,36%. C'est pas beaucoup, mais ces gens-là, ils veulent travailler avec ELV. Ils ont un premier rendez-vous le 1er juillet à Pelouse-de-Reuilly, où vraisemblablement, si on en croit ce qu'ils nous disent, il y a déjà beaucoup de monde qui est inscrit. Enfin, il y a donc cette volonté de gauche qui ne se retrouverait pas coincée entre la France Insoumise et En Marche, et qui voudrait exister par elle-même. Elle est là. Donc après, c'est à voir si eux, ils ont des députés ou pas, parce que qui dit député dit des financements. Et voilà, ça leur évitera de se battre avec les autres pour avoir ce qui reste du PS. Voilà, bah oui, et puis une existence, quoi, en gros. Donc voilà, en gros, maintenant, il y a 2 PS, ça c'est sûr.
Et on va voir un peu quel PS arrive légèrement devant l'autre ou pas, et ce que Il y ça a va deux donner PS. derrière. Mais ce qui va se passer au sein du PS, tu cites ce rassemblement du 1er juillet annoncé par Benoît Hamon et les suites, c'est-à-dire va aussi peut-être avoir des conséquences de clarification sur ce qui restera de députés PS. C'est-à-dire ceux qui seront Macron compatibles, peut-être que si les autres prennent le contrôle du PS, diront l'histoire se construit sans vous et vous allez là où vous avez décidé d'aller. Pourquoi pas, mais je ne sais pas si Hamon a envie de prendre le contrôle du PS pour le coup. C'est l'autre inconnu du truc. D'ailleurs, il fait un truc complètement à côté pour l'instant. Sa réunion avec ELV, je ne pense pas qu'elle passe par venez les gens de ELV dans le PS moribond qu'on essaie de retapisser. Voilà, à mon avis, ça ne va pas se passer exactement Alors comme oui, ça. il refait comme François Mitterrand, c'est-à-dire sur les ruines avec des alliés de ça, il prend le temps. Non, mais ça prend le temps. Ça prend beaucoup de temps. Ça veut dire une grande traversée du désert. Là, ils ont déjà 5 ans où ils ne vont pas être trop occupés à autre chose, apparemment. Donc, voilà. Et de fait, on pourrait aussi imaginer d'avoir un groupe de socialistes proches de la majorité présidentielle, mais qui ne seraient pas dans le grand groupe de la République En Marche à l'Assemblée. Parce que, je l'ai dit, quand même, 400, un groupe de 400, c'est ingérable. Toi, Mathieu, tu as déjà connu un groupe de 289 au début de ce quinquennat pour les socialistes. C'était déjà très compliqué à gérer. Peut-être qu'il n'y a pas les mêmes envies de fronde au sein de la République En Marche. Mais gérer un groupe à 420 députés, on ne peut pas donner de place à tout le monde dans les commissions, on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à subdiviser un peu tout ça, non, en termes d'animation de la vie parlementaire? Je sais pas, il va falloir les occuper, ça c'est sûr. Il va falloir les occuper. Emmanuel Macron a dit ici, l'enjeu au-delà de ça, c'est savoir si, de fait, il tient les promesses relatives qu'il a fait notamment ici de un petit peu réanimer la vie démocratique, notamment la vie parlementaire. Donc ça, c'est ce qu'il a dit ici sur différents aspects. Il faudra voir s'il tient ses promesses. C'est-à-dire que si ces 400 députés se mettent à contrôler tous azimuts le gouvernement, on ne pourra que dire que c'est des avancées démocratiques. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui se passe. Mais en tout cas, on peut... Voilà, c'est ce qui... Tu viens de le dire tout à l'heure. Castaner a dit c'est pour soutenir et aller encore plus vite. C'est pour soutenir notre projet, nos réformes, qui, on le rappelle, fait le score qu'il fait au premier tour, c'est-à-dire certes devant, mais enfin pas quand même complètement massif. Donc c'est... Christophe. Par ailleurs, vu le fonctionnement de l'Assemblée aussi, en gros, déjà quand il y avait 280 et quelques députés PS, il y a une énorme partie de ces députés, c'est ce qu'on appelle le marais. Voilà, c'est les gens, ils votent ce qu'on leur dit de voter, ils font ça. Et en gros, avec 20 ou 30 députés, on arrive à gérer le truc, quoi. Donc là, c'est ça qui risque de se passer aussi, c'est qu'en gros, ils vont compter sur une quarantaine de députés, certainement justement des politiques, voilà, des mecs qui connaissent la maison, etc., et qui, eux, vont gérer... Mais quand même juste quelque chose, c'est-à-dire que les candidats type, on ne sait pas quels sont leurs sorts ce soir, mais Manuel Valls, Marisol Touraine, etc., dans ce schéma-là, je veux dire, ils peuvent servir à la limite d'animateurs politiques et d'aiguillons, mais enfin, ils n'ont pas besoin de leur vote pour non, et puis la vraie opposition, même faible, sera l'opposition de droite. C'est pas l'opposition de gauche qui sera à ce Parlement. C'est elle qui est plus nombreuse, quand même. Enfin, encore que, parce que dans tous les députés LR, UDI, là, qui vont être élus la semaine prochaine, il y en a quand même un paquet qui veulent déjà voter les textes d'Emmanuel Macron. Donc, bon, nous sommes compliqués. Vous l'avez compris, les contre-pouvoirs plus que jamais nécessaires. Et donc, Mediapart en est un, soutenez-nous.